Et on arrive à présent à notre page consacrée à l'invité du jour pour évoquer les tenants et les aboutissants du cessez-le-feu entre la résistance palestinienne et l'entité sioniste après plus de 15 mois de bombardements aveugles, et encore le mot est faible, où les civils palestiniens ont payé un lourd tribut, un peu trop lourd tribut. Les Palestiniens et les Razaouis particulièrement épuisés après cette terrible épreuve tentent, comme ils le peuvent, psychologiquement et physiquement, de fêter la fin de ce génocide. Mais ne voilà-t-il pas que le nouveau et ancien, pour le coup, résident à la Maison-Blanche, Donald Trump, propose de régler la solution du problème Razaoui? Comment? Tout bonnement en évacuant les Razaouis de leur terre. Rien que ça. Est-ce que la nouvelle bataille du peuple Razaoui a commencé? En Cisjordanie, la situation plaide pour une accélération de la colonisation. On décortique ensemble le tout avec notre invité du jour. C'est tout de suite. Et pour parler justement des tenants et des aboutissants de ce cessez-le-feu, je reçois Abed Sharef, journaliste et analyste. Bonsoir Abed Sharef. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Marhaba. Alors Abed Sharef, le cessez-le-feu est entré en vigueur le 19 janvier dernier. On le disait, vous le savez sans doute, puisque vous avez aussi étudié, analysé tous ces longs mois de massacres. Les Palestiniens fêtent la fin du génocide, mais quand même, le prix a été lourd, très lourd cette fois. Le prix a été très lourd, effectivement, mais c'est une situation qu'il faut quand même disséquer et voir sur différents plans. Quand on dit le prix a été lourd, quel est le prix d'un pays? Quel est le prix d'une patrie? Je ne sais pas. Ensuite, sur le plan, aujourd'hui, on est essentiellement sur le plan émotionnel. On regarde ces vidéos de centaines, de dizaines de milliers de Palestiniens qui rentrent chez eux, à pied, etc. Ce sont des images très fortes. On parle des chouhada, mais il y a aussi un autre volet sur le volet politique. Parce que le 7 octobre, c'est d'abord une opération politique et il faut l'analyser sous l'angle politique. Et sous l'angle politique, la résistance palestinienne a atteint des objectifs très importants. Le prix a été très lourd, mais les objectifs sont très importants. Je peux en citer quelques-uns. Ils ont replacé la question palestinienne au centre du jeu politique. Aujourd'hui, plus personne ne peut dire qu'on peut faire quoi que ce soit sans les Palestiniens. Alors qu'avant le 7 octobre, on avait oublié les Palestiniens. La deuxième chose, c'est que la résistance a réussi quand même à garder une organisation, une structure, malgré des bombardements incroyables. On n'a pas vu ça depuis. Il faut se mettre en tête ce que c'est Gaza. Gaza, c'est 1/10 de la wilaya d'Ain Difla, en superficie, avec 2 millions de personnes. Dans un aussi petit territoire, il y a des gens qui se sont organisés dans des tunnels, qui ont mené une résistance et qui ont réussi à garder des structures de commandement, des structures d'action, des structures militaires impeccables. Ça, c'est extraordinaire. Et de logistique. Hein. De logistique, d'organisation. Il faut, malgré un fait, j'ai vu ça hier, 92% des bâtiments de Gaza ont été détruits totalement ou partiellement. Il y a que des ruines, mais ça... 40 millions de tonnes de ruines. Dans une guerre de ce type, dans une guerre de résistance, le plus faible a des objectifs politiques à atteindre. Parmi ces objectifs, il faut absolument qu'il garde les structures de commandement et les structures d'action. Les Palestiniens ont réussi, ça c'est énorme. Alors vous me tendez une perche puisqu'on s'arrête, vous savez, la célèbre maxime de Clausewitz, le célèbre théoricien de la guerre, qui dit que la guerre n'est que la simple continuation de la politique par d'autres moyens. Donc ce que vous nous expliquez à l'instant, c'est que les Palestiniens ont atteint quand même des objectifs politiques majeurs. Contrairement à l'entité sioniste,
on voyait un Netanyahou, en tout cas le commandement militaire sioniste, qui bombardait à l'aveugle, on ne savait pas jusqu'où ils allaient s'arrêter. Est-ce que c'est une défaite aussi, si on prend la maxime de Clausewitz, c'est une défaite majeure pour l'entité sioniste? Finalement, c'est l'art de la guerre occidentale, c'est-à-dire on bombarde sans savoir. Oui, c'est une défaite morale. Il y a deux, parmi les principaux dirigeants israéliens, qui font l'objet d'un mandat d'arrêt international. C'est énorme. Dans l'histoire du Proche-Orient, ça c'est énorme. Il y a un deuxième élément qu'on peut citer, c'est que l'opinion publique internationale a basculé du côté palestinien. Surtout populaire. Du côté, les pouvoirs, les réseaux de pouvoir et les réseaux d'argent restent favorables à Israël. C'est important. Mais c'est important, bien sûr que c'est important. C'est là que se fait la décision. Mais l'opinion publique a basculé côté palestinien. Ça, c'est important. Ça, c'est une victoire. Et on est dans une période où le résultat d'une guerre ne se décide pas uniquement sur le plan militaire. Il se décide d'abord sur le plan de la communication, de la propagande, sur le plan on va dire, des idées. Et ce qui faisait la supériorité d'Israël jusqu'à aujourd'hui, ce sont deux facteurs. Deux. Le premier, c'est qu'ils maîtrisaient, ils avaient le contrôle de la presse internationale influente. Celle qui fait l'opinion. Même du narratif. Du narratif. Et c'est cette presse qui fait le narratif. Donc, ils avaient ça. Le deuxième facteur, c'est les États-Unis. Les Palestiniens, on se trompe quand on parle des pays arabes qui ne veulent pas combattre Israël, qui ont peur d'Israël, ou là les Palestiniens, pourquoi? Non, les Palestiniens ne combattent pas Israël. Ils combattent Israël et les États-Unis et les alliés occidentaux d'Israël. Ça fait beaucoup de monde, hein, à Beth-Shean. Le 7 octobre, quand a eu lieu l'opération du 7 octobre, 2 porte-avions américains se sont déplacés, l'un en Méditerranée, en face des côtes palestiniennes, et l'autre dans le Golfe. C'est Gerald Ford. Voilà, donc il faut se rendre compte de la puissance qui est en face. Et, à mon avis, c'est un point important pour les Palestiniens pour qu'ils sachent ce qu'ils veulent, l'objectif, se fixer des objectifs et atteindre ces objectifs. Il faut qu'ils se mettent, qu'ils assimilent les données. Et le rapport de force, il est là. Ils ne combattent pas Israël, ils combattent les États-Unis. C'est leur choix. Il faut qu'ils fassent des choix. Même cette résistance, elle a été, d'une certaine manière, extraordinaire, puisque même par rapport à l'échiquier mondial, on a vu qu'il y avait un hiatus entre des institutions, des gouvernements occidentaux qui se partent de valeurs dites de liberté, de modernité, et puis on a vu une rue, au contraire, qui était pro-palestinienne. On a vu aussi que ces gouvernements étaient très limités et peut-être dans une impasse politique, dans une crise politique. Ce qui s'est passé depuis le 7 octobre et ce qui s'est passé avec l'Ukraine aussi, parce qu'il y a un parallèle à faire, nous a permis de nous débarrasser d'un certain nombre d'illusions. Beaucoup de populations du Sud, dans les pays arabes, en Afrique, en Amérique latine, etc., beaucoup de gens étaient émerveillés par les valeurs que les Occidentaux affichaient tout le temps. Depuis le 7 octobre, on sait que c'est faux. On sait que c'est de l'apparence, on sait que c'est une façade et que c'est faux. Et donc, sur ça, quand un occidental s'adresse à nous en nous parlant de liberté, de droits de l'homme, etc., etc., permettez-moi l'expression, on peut lui cracher dessus. Par contre, dans les pays occidentaux, il faut pas non plus faire l'erreur de mettre tout le monde dans le même paquet. Évidemment. Il y a des gens solidaires, il y a des gens formidables, il y a des gens qui ont beaucoup fait pour que les Palestiniens deviennent visibles et que leur cause soit plus ou moins entendue. Vous pensez à qui quand vous dites ça? Une partie des gauches européennes. D'accord. Une partie des gauches européennes a fait un travail qui est formidable. Je parle de l'Afrique du Sud, les BRICS, tout ce monde qui a refusé de suivre Israël et qui, avec le temps, s'est positionné de manière très ferme
pour les droits des Palestiniens. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ce monde populaire occidental existe et il n'est plus possible de faire sans lui. Alors, la résistance palestinienne, pas uniquement le Hamas, parce qu'on oublie de le dire, mais que la résistance a su aussi unifier tous les courants de la résistance palestinienne, a utilisé une arme, vous en parlez à l'instant, l'arme de la communication. Hier, par exemple, quand on a relâché les soldats sionistes, ça a été filmé, il y a une espèce d'événement. Donc, on voit, hein, les Palestiniens, la résistance palestinienne essaye aussi de faire d'une certaine manière du soft power, en tout cas de récupérer le récit de leur combat, de leur identité, de faire aussi prévaloir leurs valeurs. Oui, mais il y a deux points qui sont opposés, mais qu'il faut souligner. Quand il y a eu le 7 octobre, il y a eu une campagne occidentale d'une puissance inouïe pour avancer des mensonges, des bébés dans les fours, des bébés décapités, etc., des viols, des horreurs absolues. Alors que... On sait que c'est faux. Hein, on sait que c'est faux, mais c'était trop tard quand on a su que c'est faux. Ils avaient un objectif. L'effet a été produit. Il faut se rappeler que le président des États-Unis, M. Joe Biden, l'homme le plus puissant du monde, l'homme qui dirige l'armée la plus puissante du monde, a déclaré qu'il y avait des bébés dans les fours, etc. Est-ce que cet homme a menti? Est-ce qu'il savait et il a menti? Ou il a été trompé, peut-être? Ou bien, est-ce qu'il a été manipulé? Si le président des États-Unis est manipulé par les Israéliens, on se rend compte à quel point c'est grave. S'il a délibérément menti, qu'est-ce qui est le plus grave dans ces deux cas? Mais bon, ça c'est un volet. Donc, les Palestiniens ont essayé, tant bien que mal, de reprendre le narratif. C'est important. Par contre, il y a un échec palestinien dans cette histoire. Les groupes armés qui ont mené la résistance n'ont pas réussi à entraîner l'ensemble des Palestiniens avec eux. Le Fatah n'est pas allé dans la résistance. D'autres groupes ne sont pas allés dans la résistance. Or, dans la situation des Palestiniens, un consensus national, une participation de tous les courants, de tout le monde, est absolument vital pour espérer continuer. Et une opération aussi osée le 7 octobre, c'est quelque chose qui va être enseigné dans les universités militaires pendant un siècle. Techniquement, sur le plan militaire, c'est une opération incroyable, incroyable. Historique. On vient d'assister à une séquence historique. Oui. Mais après, aussi importante, aussi impressionnante soit une opération militaire, il y a les objectifs militaires, les objectifs politiques qui priment. Et un des ratages de la résistance palestinienne, c'est que les autres formations palestiniennes ne sont pas allées dans la résistance. Peut-être que ça viendra. Un mot, vous disiez, est-ce que le président des États-Unis, l'homme le plus puissant du monde, est-ce qu'il a été manipulé? On en vient par exemple au bilan, le bilan officiel, hein, on parle de 47 000 morts. Alors quand on posait la question en conférence de presse à Anthony Blinken ou Joe Biden, il disait ça c'est les chiffres du Hamas. Ça c'est les chiffres du Hamas. Mais un article du Huffington Post a dit que en off, en aparté, Biden reconnaissait que les chiffres du Hamas se rapprochaient le plus de la réalité, ainsi que l'ONU. Et même il y a 3-4 jours, il y a The Lancet, le célèbre journal britannique, qui a parlé de 180 000 morts palestiniens, en comptabilisant par exemple les morts indirectes ou morts de maladie, en tout cas de famine, de manque d'hygiène. Donc on le voit, peut-être qu'ils étaient au courant, mais c'est une forme de donner une victoire à la résistance palestinienne que reconnaître qu'ils avaient raison sur certains pans de leur combat. Ça, c'est de la com. Les Israéliens maîtrisent la com, ils la maîtrisent bien. Et en plus, ils ont la complicité des grands médias. Mais pardonnez-moi, mais cette fois-ci, ils perdent.
La Oui, com, oui, mais c'est limité, la com, jusqu'à un certain temps. Ils perdent. Ce sont les faits, bien après, qui ont fait qu'ils perdent. Antérieur, oui. Mais il faut se rappeler, on va dire, le premier mois, par exemple, après le 7 octobre. Le premier mois, après le 7 octobre, il était question de bébés dans des fours, de bébés décapités, de femmes violées. Et quand on interviewait quelqu'un sur n'importe quelle chaîne occidentale, est-ce que le Hamas est un mouvement terroriste? Est-ce que vous dénoncez le Hamas? C'est un préalable pour prendre la parole. Et rentrer dans le débat. Donc, ça, après, les choses ont changé, mais la propagande, la communication israélienne avait un objectif qui a été atteint à ce moment-là. Les gens avaient la trouille. Personne n'osait aller à contre-courant. Quand on dit... c'est des arguments qui sont très simples. C'est-à-dire, on peut leur dire que... Moi, on m'aurait posé la question, est-ce que le Hamas est un mouvement terroriste? Moi, je dirais, le mot terroriste a été inventé par l'occupant, par le colon, pour discréditer le résistant. Les Allemands ont appelé les résistants français terroristes. Il y a deux choses. C'est vulgaire, il y a deux choses. Mais il faut le rappeler ça. Mais il y a deux choses, Ahmed Charaf, sur ce point. C'est que le Parlement européen, au début, disait que le Hamas, il y a 5-6 ans, disait que le Hamas est un mouvement terroriste. Le Hamas a composé un dossier en le déposant au Parlement européen. En fait, pour reconnaître qu'un mouvement est terroriste, il faut qu'il fomente des attentats en dehors de sa zone. Deuxième chose, c'est que l'ONU reconnaît le droit à la résistance, y compris armée, du Hamas. Donc c'est nul et non avenu, cet argument de dire que le Hamas est terroriste. Selon le droit international occidental. Hein. Dans la communication, dans la propagande, le droit ne compte pas. Le raisonnement ne compte pas. On impose des idées absurdes, contre toute logique, et les gens doivent se plier. Parce qu'on est dans un moment où il faut atteindre tel objectif. Ensuite, on passe à autre chose. La vérité n'intéresse pas les propagandistes, les spécialistes de la communication. Israéliens, occidentaux, ne sont pas intéressés par la vérité. Ils sont intéressés par la manipulation de l'opinion. Quand on te dit les Palestiniens ont décapité des bébés, ça y est, 20%, 30% de la population occidentale croit à ça. Et elle est anti-palestinienne. Est-ce que ça marche? C'est le but. Puisqu'on voit les capitales occidentales, Londres, Paris, Madrid, Reykjavik, même aux États-Unis, même les universités américaines, celles qui sont censées former l'élite de demain aux États-Unis, n'ont pas trop cru à cette stratégie de communication. C'est bien après. Ça, c'est des mois et des mois après. Et il faut se rendre compte, on peut même... il y a une étude qui est très sérieuse, qui a montré que TikTok a joué un rôle central dans l'évolution de l'opinion. Parce qu'il y a les vidéos et il y a de nouvelles générations qui ne sont pas trop touchées par la propagande israélienne classique. Et TikTok a participé à faire basculer l'opinion. C'est pour ça que les Américains voulaient l'interdire. Toute cette affaire-là. Donc, toutes ces choses-là sont très sérieuses. Mais aujourd'hui, nous, on essaye de comprendre qu'est-ce qui a basculé politiquement. Les sociétés occidentales, on va dire les fractions populaires des sociétés occidentales, ont basculé côté palestinien. C'est une grande victoire déjà. Hein. Oui, c'est important. Mais les réseaux de pouvoir et les réseaux d'argent restent plutôt favorables à Israël. C'est une donnée concrète. Concrète, Ahmed Charaf. Alors, on va parler maintenant rapidement de la proposition de Donald Trump alors il a un plan, il a une feuille de route, il vient d'entrer au pouvoir, il a une feuille de route, c'est-à-dire d'évacuer les Palestiniens dans les pays limitrophes. Est-ce qu'il a médité ce qu'on vient de se dire à l'instant, c'est-à-dire que les Palestiniens sont capables de mourir pour une terre, et lui, il vient après l'accord du cessez-le-feu en disant que la solution au problème palestinien, c'est d'enlever complètement le problème palestinien. C'est de la surenchère, c'est... Il y a des situations où on hésite entre l'analyse politique sérieuse ou là, la formule, le punchline qui
le raccourci qui veut tout dire. Et puis, moi, j'ai envie d'aller à un raccourci. Donald Trump, c'est un agent immobilier. À la base, oui. New-Yorkais, oui. Il pense qu'à Gaza, c'est une question d'immobilier. Il a dit, on va les prendre dans le désert, en Égypte, on va leur construire des logements, ou là, en Jordanie, ou là. Il raisonne comme un homme d'immobilier. Mais ces gens de Gaza, les Palestiniens de manière générale, ils s'appellent Palestiniens en référence à une terre qui s'appelle Palestine. C'est leur terre. Jusqu'à la fin des temps, ça va être leur terre. Ils ont été défaits en 1948. Ils ont été massacrés dans les années 60, dans les années 70. Ils ont perdu 82 Beyrouth. Et Gaza, ça a été un massacre absolu. Mais il y a deux mots qui vont ensemble. Palestine et Palestiniens. Et ça, Donald Trump, avec toute sa puissance, avec tout son argent, ne peut pas changer cette donnée concrète. Et dans 5 ans, dans 10 ans, si les Palestiniens n'ont pas une solution acceptable, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, on va revivre une résistance sous une autre forme. Je ne sais pas comment ça va se manifester, comment ça va se faire, mais ils sont là. Ils sont là jusqu'à la fin des temps. Abed Sharaf, dernier mot, on arrive à la fin de notre entretien. Est-ce que les accords d'Oslo de 93 sont définitivement morts? De fait, ils ont été oubliés. Et ça, à mon avis, ça devrait être la leçon pour les Palestiniens. Oslo, ça a été un espoir très important. Ça a ouvert une piste pour une solution acceptable pour les Palestiniens. Moi, je me rappelle Abdelhamid Meher, dans une discussion, m'a dit, j'ai retenu une chose de ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, les Palestiniens ont fait une erreur. Ils ont abandonné la lutte armée avant d'arriver à l'objectif politique. Voilà, ça, les Palestiniens vont être amenés à négocier, on y est, on va leur proposer des choses. On en parle. Il faut qu'ils y restent. Merci beaucoup Abed Sharaf d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes journaliste, c'est toujours un plaisir de discuter avec vous. La fin de l'édition de l'information se conclut avec cet entretien extraordinaire avec Abed Sharaf.